Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi 9 mai 2023 pour un webinaire organisé par l'UFE, l'Union des Français de l'étranger, sur le thème de l'investissement et le marché ici aux États-Unis. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. C'est des questions que nous pourrons répondre à la fin de ce webinaire. Je suis en compagnie aujourd'hui de Adrien Hérault, partenaire du cabinet USA France Financials. Et puis, je vais me présenter dans quelques instants. Alexandre Quentin, partenaire également du cabinet USA France Financials, pour vous parler des solutions d'investissement et de patrimoine ici aux États-Unis. Alors, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, en quelques mots sur USA France Financials, nous sommes une équipe de 15 personnes. Nous sommes basés à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et nous permettons aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis, de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement. Tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier, on est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou que nous rentrons un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Alors pour aujourd'hui, rentrons dans le sommaire de notre webinaire. Nous allons parler à la fois des actifs défensifs et également des actifs de croissance à avoir dans sa stratégie patrimoniale. Et on va également parler de ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés financiers. Et il est absolument fondamental dans votre stratégie patrimoniale d'avoir les actifs défensifs. On va parler d'épargne liquide, de l'assurance vie, à la fois française et aux États-Unis, les avantages, les inconvénients, qu'est-ce qui est disponible pour nous. Et également les actifs plus de croissance, parce que pour nous, il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. C'est l'immobilier. Et deuxièmement, c'est de détenir une compagnie, soit sa propre compagnie en tant qu'entrepreneur, mais également sur le marché privé ou public, nous pouvons détenir une compagnie. Et ce sont les deux manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle. Donc, on va s'attarder un petit peu sur ces possibilités et d'être en position de force pour pouvoir vous voir réussir votre rêve américain ici aux États-Unis. Donc tout d'abord, je vais passer la parole à Adrien pour nous parler des opportunités patrimoniales et des actifs défensifs. Merci Alexandre, bonjour à tous. Alors ensemble aujourd'hui, on va parler de stratégie patrimoniale et plus particulièrement comment optimiser sa stratégie patrimoniale dans la période de forte inflation et de volatilité dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. Alors comme l'a dit Alexandre, une stratégie patrimoniale, elle tourne autour de 5 classes d'actifs principales. Et vous les voyez ici à l'écran. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces 5 classes d'actifs, elles sont divisées en 2 catégories. Alors, d'un côté, je vais avoir mes actifs défensifs. Alors, comme son nom l'indique, le rôle des actifs défensifs, c'est la protection. L'objectif, c'est de venir protéger ma stratégie patrimoniale, apporter de la diversification au sein de mes investissements, avoir des investissements, alors certes, qui ont des rendements un peu plus faibles, mais qui vont avoir des rendements réguliers, qui vont m'apporter une croissance continue au sein de ma stratégie. Et ça, peu importe que l'économie soit en pleine croissance ou en période de ralentissement. Pour la partie croissance, c'est la partie un peu plus sexy, ici, on vient chercher du rendement. Comme l'a dit Alexandre, l'objectif, c'est de développer son patrimoine, de créer de la richesse ici. Alors, quel type d'actifs ? Le mobilier, les actions, l'immobilier également. Et la retraite. Pourquoi la retraite ? Parce qu'aux États-Unis, notre retraite est investie sur les marchés financiers. Alors, une question qu'on me pose souvent ici, c'est « Oui, Adrien, mais en fonction de ma risque tolérance, est-ce que je suis vraiment obligé d'avoir des actifs défensifs ou à l'inverse, des actifs de croissance au sein de ma stratégie ?» Et la réponse, c'est oui. On va regarder ensemble ici, en fonction de votre risque tolérance, en fonction du temps, de votre âge, du temps qui vous reste jusqu'à la retraite, et également de vos objectifs, quelle va être la répartition de votre patrimoine au sein de ces actifs-là. Mais est-ce qu'il faut que j'ai des investissements dans chacune de ces catégories ? La réponse, c'est oui. Et alors, pour expliquer mon point là-dessus, j'aime bien sortir de la gestion de patrimoine et rentrer dans un tout autre exemple, rentrer dans le management d'équipe, et plus particulièrement dans le management d'une équipe de foot, de mettre dans la peau du coach de l'équipe de France. Quand il constitue son équipe, est-ce qu'il se dit, on regarde tous les joueurs à sa disposition, et il se dit, voilà, j'ai d'excellents attaquants,
Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pari, je vais mettre que des attaquants dans mon équipe. Alors, pourquoi je vais faire ça? Parce que je sais que je vais marquer un nombre de buts tellement important que même si derrière je prends quelques points, ma stratégie sera gagnante. Et je vais gagner la Coupe du Monde comme ça. Ou alors à l'inverse, il se dit non, moi je vais construire un mur devant mon goal. Il n'y a aucun but qui passera. Et la problématique, c'est qu'il n'y a aucun but qui passera et qui sera marqué. Est-ce qu'un sélectionneur va faire ça? Bien sûr que non. Il va regarder tous les joueurs qui sont à sa disposition, il va aller étudier les capacités de chaque joueur, et puis, en fonction, il va aller pouvoir adapter sa stratégie en fonction de l'équipe qu'il rencontre pour avoir au final le plus de chances possible d'aller gagner cette Coupe du Monde. Et c'est ça qui est important de comprendre dans la stratégie patrimoniale. L'objectif d'avoir chacune de ces classes d'actifs, l'objectif de votre allocation au sein de votre stratégie patrimoniale, c'est pas seulement de réduire le risque, mais c'est surtout d'augmenter très fortement votre potentiel de réussite, le potentiel de réussite de votre stratégie financière. Alors maintenant, une fois qu'on a vu ça, bon, c'est bien, mais la question qu'on pose, c'est très bien, mais comment construire ma stratégie gagnante? Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, on va commencer par... Hop, je vais changer de slide. On va commencer par les actifs défensifs, et donc par l'épargne liquide. Et pour introduire l'épargne liquide, je vais rendre la parole à Alexandre. Très bien, absolument. Donc, l'épargne liquide, par exemple, du côté français, c'est tout ce qui est compte courant, livret, livret de développement durable, etc. Tout ce qui est cash, qu'on appelle cash pur, qui est à disposition et qui est liquide automatiquement et très rapidement. Aux États-Unis, on a tout ce qui est checking, saving, money market, CDs, donc certificat de dépôt, high yield saving account, et également on avait encore, qui était assez intéressant, les Series I Savings Bonds. Pour rappel, sur les Series I Savings Bonds, il y a encore plus d'un an, ça générait du 9,2% garanti par le gouvernement américain. C'est passé il y a 6 mois à 6,89 et maintenant on est à 4,3%. Ils ont malheureusement perdu de leur intérêt, mais c'était des instruments qui étaient garantis par le gouvernement américain et qui nous gardaient une certaine flexibilité à court terme. Maintenant, ce que l'on privilégie plus en termes de liquidité, c'est d'avoir évidemment un checking account, potentiellement un petit peu un saving account. Ce qui est intéressant peut-être de regarder, c'est les high yield saving accounts. N'hésitez pas, il y a beaucoup de compagnies, par exemple American Express a un high yield saving account. On peut avoir des rendements autour, on va dire, des 3,5 à 4,5% en ce moment sur des high yield saving accounts. Et les certificats de dépôt, les certificates of deposits, qui sont des produits bancaires, où on va avoir des taux autour des 5% en ce moment, entre 2 mois et 12 mois de maturité. C'est quelque chose que nous, à USA France Financials, on peut trader. On peut aller voir l'ensemble des banques ici aux États-Unis, de voir quelles sont les offres du moment selon une maturité donnée. Et on peut se retrouver avec des taux autour des 5%. 5% FDIC insured, jusqu'à $250,000 par personne, $500,000 pour un compte joint, qui est garanti. On est autour des 5% en ce moment, avec des maturités entre 2 et 12 mois. Adrien, souhaites-tu parler peut-être des avantages et des inconvénients, justement, d'avoir sa liquidité à court terme? Oui, tout à fait. Alors, les avantages, ils sont simples. Lorsque j'ai de l'épargne liquide, lorsque j'ai du cash, il est disponible immédiatement. C'est-à-dire que j'ai une opportunité d'investissement, je fais face à un aléa de la vie, hop, j'ai l'argent sur mon compte en banque et je peux agir de suite. La problématique de l'épargne liquide, du cash, c'est sa croissance. Si on prend l'exemple dont a parlé Alexandre, qui sont les high yield saving accounts, c'est très bien, mais sur le long terme, sur les 20 dernières années, le taux de rendement était de 1% par an. 1% par an lorsqu'on voit que l'inflation a été en moyenne sur les 20 dernières années de 2,5% par an. Alors, les pourcentages, ça peut peut-être pas nous parler énormément, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'exemple qu'on voit à l'écran ici. Et j'aime bien prendre cet exemple-là d'une personne qui, en 1982, avait $50,000 sur son compte en banque. Voilà. Cette personne-là, 23 ans après, en 2005, si elle souhaite avoir le même pouvoir d'achat, il lui faut $106 050 sur son compte en banque. Et là, on se rend bien compte de la problématique de l'inflation. Pourquoi? Parce que si j'ai laissé l'intégralité de mon patrimoine ou la majeure partie de mon patrimoine en épargne cash, eh bien, qu'est-ce qui se passe 5 ans, 10 ans, 20 ans, 23 ans après? Eh bien, j'ai perdu en pouvoir d'achat.
Donc, si je souhaite continuer mon style de vie et que je suis à la retraite, qu'est-ce que je vais devoir faire? Ben, malheureusement, je vais devoir vendre des actifs. Ou alors, pire, réduire mon style de vie. Alors, est-ce que la recommandation, c'est de ne pas avoir d'épargne liquide? Bien sûr que non. Bien sûr que non. L'épargne liquide, c'est votre parachute, c'est votre matelas de sécurité. C'est important d'en avoir au sein du patrimoine. Ça vous permet de faire face aux aléas de la vie, comme je l'ai dit. Notre recommandation, c'est d'avoir 6 à 12 mois de dépenses en épargne de sécurité. Alors ici, vous allez me dire rien, bon bah merci, très bien, mais si je prends l'exemple de 2008, bon voilà, l'immobilier chute de 40%, c'est une belle opportunité. Si j'ai 6 à 12 mois uniquement en épargne liquide, en cash, comment je fais pour saisir cette opportunité-là? Est-ce que je passe à côté? Et bien sûr que non. Et c'est pour ça qu'on va se construire un opportunity bucket au sein de notre stratégie patrimoniale. Et ce sera le rôle, hein, on l'a vu tout à l'heure hein, dans le graphique, de l'assurance vie. Alors, l'assurance vie, quel est son intérêt hein? On va commencer par l'assurance vie française. Son intérêt, c'est simple, c'est la fiscalité. Hein, on a une fiscalité qui est intéressante, on a une croissance continue. Dans certains cas, elle est également hors marché financier. Il y a des avantages successoraux. Elle va nous permettre de démultiplier nos revenus de retraite. Et ce sera la base de votre stratégie patrimoniale. Pourquoi la base de ma stratégie patrimoniale? On vient d'en parler. Lors d'une période de ralentissement, si j'ai une opportunité qui se présente à moi, eh bien comme au sein de cet actif-là, j'ai une croissance continue qui est complètement décorrélée des marchés financiers, hein, eh bien je vais pouvoir me servir de cette épargne-là pour aller faire mon placement, mon investissement et profiter de la hausse future des marchés financiers. Alors une question, ici on me dit, bah chic, parce que généralement 99% des Français, il y a une statistique qui est sortie, il y a de l'assurance vie, donc on se dit, bah chic, voilà, j'ai de l'assurance vie française au sein de mon patrimoine, donc ce bucket-là, il est rempli. Et malheureusement, la problématique de l'assurance vie française, c'est qu'aux États-Unis, la fiscalité de ce produit-là est malheureusement pas intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est considérée comme PFIC, comme Passive Foreign Investment Company. Alors, c'est un grand mot, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, hein, je pense que la plupart d'entre nous connaît la problématique de la loi FATCA, qui a pour but la lutte contre le blanchiment d'argent ici aux États-Unis. Et puis, de façon plus simple, chaque année, lorsqu'on a plus de 10 000 $ sur ses comptes en banque en France, eh bien, on doit déclarer l'intégralité de ses comptes en banque français. Mais il faut savoir que une banque qui aurait au sein de ses clients des résidents fiscaux américains devrait faire de même. Non seulement déclarer les comptes, mais en plus de ça, déclarer l'intégralité des mouvements qui ont été faits au sein de ces comptes-là. Alors, est-ce qu'une banque ou une société d'assurance française va prendre le temps d'aller détailler à l'IRS par client résident fiscal américain l'intégralité des mouvements qui ont été faits au sein de ce compte par le fund manager? La réponse, c'est non. Et donc, automatiquement, mon produit d'investissement est requalifié en ce qu'on appelle PFIC, Passive Foreign Investment Company. Ça veut dire concrètement que je serai imposé aux États-Unis chaque année sur les plus-values latentes réalisées au sein de mon contrat. Plus-value latente, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la prise de valeur annuelle qui a été générée par mon contrat. Et même si je ne retire pas cet argent-là, même si je laisse cet argent-là au sein de mon contrat, hein, eh bien, j'aurai une imposition qui sera prélevée par les États-Unis. Au moment du retrait, je me trouve en France parce que j'ai décidé de prendre ma retraite en France, j'aurai un impôt côté français. Alors ici, on va me dire, non, Adrien, après 8 ans, j'ai plus d'imposition. Oui, c'est vrai, mais vous avez quand même 17,2 de contribution sociale. Donc, j'ai bien un impôt pendant mon expérience ici aux États-Unis et un deuxième impôt lors du retrait en France. Donc oui, conceptuellement, l'assurance vie française, c'est intéressant, mais à cause de la fiscalité qu'elle va générer, malheureusement, ça la rend caduque. Alors ici, on me dit, oui, mais moi, Adrien, j'ai parlé avec mon comptable, et mon comptable, il m'a dit que le fonds euro, c'est pas double imposé. Et c'est vrai. Mais là, on revient à la problématique précédente lorsqu'on parlait du cash. Le rendement du fonds euro, c'est 1,8%. 1,8% face à 2,5% d'inflation, eh bien, encore une fois, je perds en pouvoir d'achat. Donc bon, lorsqu'on sait ça, on se dit, est-ce que l'assurance vie, c'est vraiment une opportunité? Et oui, pourquoi? Parce qu'en tant que résident fiscaux américain, aujourd'hui, vous avez une opportunité. Vous avez la possibilité d'avoir de l'assurance vie américaine qu'on appelle Cash Value Life Insurance, qui a cet avantage de conserver ces avantages fiscaux que vous soyez aux États-Unis et en France.
Et pour introduire la Cash Value Life Insurance, je vais rendre la parole à Alexandre qui va pouvoir rentrer dans les détails. Absolument. C'est une vraie opportunité que nous avons ici aux États-Unis d'avoir de l'assurance vie américaine. Et pourquoi? Parce que il faut avoir un lien avec les États-Unis pour pouvoir y rentrer. C'est-à-dire qu'on est résident fiscal américain, on vit ici, on a l'opportunité d'y rentrer. Peu importe si dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, on rentre en France, on va garder nombreux des avantages financiers, fiscaux et légaux. C'est une vraie opportunité de rentrer dans ce type d'instrument qui va jouer un rôle clé et fatidique, peu importe où vous êtes dans le futur. Et on va voir déjà quels sont les attributs et pourquoi est-ce qu'on l'utilise de manière optimale. Et si on aime déjà l'assurance vie française, eh ben on va adorer l'assurance vie américaine. Premièrement, en plus d'avoir une épargne, nous avons une assurance décès supplémentaire à l'instrument. Donc on a une épargne comme l'assurance vie française, mais on aura également en plus une assurance décès qui est à vie, c'est un instrument à vie. Et donc le jour du décès, un montant supérieur sera donné à la génération future et ou à l'époux, à l'épouse, hein, ça dépend quel bénéficiaire vous souhaitez avoir. Généralement, on met l'époux, l'épouse jusqu'à un certain âge, et puis, dans une perspective de succession internationale, on commence à mettre les enfants directement, et on verra qu'il y a d'énormes avantages fiscaux que vous restiez aux États-Unis, que vous rentrez en France, de potentiellement mettre les enfants en tant que bénéficiaires de ce type de compte, mais évidemment, la priorité, c'est de protéger l'époux et l'épouse, surtout quand on est en phase d'accumulation de richesse. Puis, on a une liquidité, on a un contrôle de cet argent. On a une croissance garantie par contrat. Il n'y a absolument aucune année négative sur ce type de contrat. C'est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie. Nous avons accès à des dividendes annuels qui sont, eux, non garantis, mais on va aller avec des compagnies mutuelles d'assurance qui ont plus de 160 ans d'existence, où il y a toujours eu des dividendes qui ont toujours été supérieurs aux garanties de contrat. Donc, est-ce que si un jour il n'y a pas de dividendes, c'est un problème? Non, parce qu'on a une garantie d'augmentation, mais il y a toujours eu des dividendes en 160 ans, et ce type de compagnies sont des compagnies mutuelles d'assurance. Hein. Elles sont extrêmement solides, elles sont beaucoup plus solides que les banques. Il faut savoir que les banques, dans leur Tier 1 Capital, détiennent ce type d'instrument-là, parce que c'est considéré comme justement du Tier 1 Capital, et là-dessus peuvent avoir leurs activités opérationnelles de banque. Donc, si ce type d'instrument n'existait plus demain, dans ce cas-là, il n'y aurait plus de banque, il n'y aurait plus rien, on revient au troc. C'est vraiment un instrument extrêmement sécurisé. Et voilà, donc c'est un très bon hedge donc, contre l'inflation en termes de croissance. Ce n'est pas un instrument sur lequel on va générer du 40-50% de rendement quand l'inflation est à 4-5%. C'est vraiment un instrument qui va nous permettre de faire face à l'inflation sur le long terme, de booster un peu plus les rendements que l'on a en cash à la banque. Donc, dès qu'on a les 6 à 12 mois de cash, boum, en termes d'actifs défensifs, on va utiliser ce contrat d'assurance vie permanent américain parce qu'on va avoir des rendements supérieurs à ce qu'on peut toucher à la banque et qui vont nous permettre de faire face à l'inflation. Nous avons évidemment des avantages fiscaux. Dès que vous mettez $1 dedans, dans ce type d'instrument-là, donc c'est de l'argent qui est après impôt, hein, c'est comme si vous aviez l'argent à la banque. Dès que vous le mettez dedans, vous n'aurez plus jamais d'imposition si vous utilisez ce contrat de manière optimale. C'est-à-dire que l'argent qui va grandir dedans va être déféré d'un point de vue fiscal et l'utilisation de cet argent-là va être fait défiscaliser également. Et lors du décès également, c'est défiscalisé du côté américain et vous allez garder de nombreux avantages fiscaux du côté français également. Quelque chose que vous ne pourrez pas avoir du côté français. Nous avons des limites élevées pour les contributions dans ce type de contrat. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus, même pas l'IRS. On a de la protection contre d'éventuels créditeurs ou créanciers dans la majorité des États, en cas de banqueroute ou en cas de procès. On a des options, ce qu'on appelle des riders, en cas d'invalidité ou de soins-dépendance. Les problématiques EHPAD, par exemple, en France, ou qui sont extrêmement chères aux États-Unis. Tout ce qui est soins-dépendance, long-term care aux États-Unis, on parle de 11 à 14 000 $ par mois. On a la possibilité de toucher l'assurance décès en amont de son décès pour payer ses frais de long-term care, par exemple. Mais pour moi, ce qui est également extrêmement intéressant en phase d'accumulation, ce sont les 3 derniers points. C'est que cet instrument est, 1, collatéralisable, de 2, qu'on a des options avantageuses de prêt, et troisièmement, des options avantageuses de remboursement de prêt. Et ça va nous permettre à la fois de grandir un actif, mais potentiellement utiliser la valeur de cet actif pour pouvoir utiliser cet argent une deuxième fois pour faire d'autres instruments derrière. Donc, vous avez 3 types de rendements avec ce type d'instrument. Vous avez le rendement interne de ce type de police qui sera autour de quelque chose qui sera faire face à l'inflation sur long terme. Vous avez un rendement éternel
C'est-à-dire que vous aurez pour toujours un certain nombre de rendements qui est lié à faire face à une invalidité, à une problématique de soins dépendance, mais également à un décès, puisqu'il y a une assurance décès à travers cet instrument qui paiera un jour. Et enfin, le rendement externe à la police, parce que vous allez pouvoir utiliser cette valeur d'épargne une deuxième fois pour faire d'autres implications, d'autres investissements derrière. Donc, si vous utilisez cet instrument et vous faites rien d'autre que de laisser l'argent là-dedans et le laisser grandir, et ben, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un rendement qui est attractif, plus fort à l'inflation. On s'attendait l'année dernière entre 3 et 5 % de rendement. Si la Fed stabilise ses taux en ce moment, ses taux directeurs autour des 4,5, on sera plus proche des 6,5 % de rendement net de frais, net d'impôts sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose de guesswork. On a 160 ans de data. Quand ça, c'était le cas, c'est le type de rendement qu'on pourrait s'attendre sur le long terme. Très bon hedge contre l'inflation. C'est une croissance qui est ininterrompue et exponentielle sur le long terme et sur laquelle on va pouvoir compter pour le reste de notre vie. Mais là où ça peut être intéressant, justement, dans ce rôle de collatéralisation, c'est le schéma que vous voyez à l'écran. Quand on a de l'épargne, donc au-delà des 6 à 12 mois qu'on a mis à la banque et qu'on a sécurisé à la banque, quand on a la capacité d'épargner plus, on a la possibilité d'épargner dans ce type d'instrument, dans ce contrat d'assurance vie à l'américaine, qu'on appelle ici Cash Value Life Insurance. Celui-ci va grandir, va avoir une gestion passive, grandir pour le reste de notre vie, comme si on avait un hamster dans sa roue qui continuera à grandir pour le reste de notre vie. Et en parallèle, on va pouvoir nantir le contrat, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit avoir une ligne de crédit à travers une banque ou un prêt garanti par contrat qui est à disposition. Et ce cash peut nous permettre d'accéder à 95 ou 100% de la valeur de notre épargne. Donc imaginez que vous avez 500 000 $ d'épargne au sein de votre contrat. Vous pouvez accéder à 95% de cette valeur, donc 475 000 $. Et ces 460 000 $ sont mis à disposition pour en faire ce que vous voulez. Par exemple, faire un apport sur un bien immobilier, investir dans votre propre entreprise, ou payer l'éducation des enfants, par exemple, au lieu de passer par les plans 529 ici, qui sont limités à l'éducation aux États-Unis. Vous avez la possibilité d'utiliser votre argent une deuxième fois. Et donc, vous avez à la fois le rendement interne au niveau de votre contrat et vous avez un deuxième rendement maintenant au niveau de votre rendement externe. Vous avez deux rendements pour le prix d'un. Vous créez ce qu'on appelle un haut degré de vélocité patrimoniale. Donc voilà quelques mots, Adrien, pour parler de ce contrat d'assurance vie et le fait que c'est vraiment la deuxième pierre à l'édifice pour les actifs défensifs. Pour rappeler cette première partie de notre webinaire, vous avez deux classes d'actifs en termes d'actifs défensifs. Vous avez votre épargne pure, grosso modo les actifs bancaires, qui est la première pierre, 6 à 12 mois de dépenses. Et vous allez mettre une deuxième pierre à l'édifice qui va vous permettre d'avoir de l'argent qui va grandir avec un rendement plus fort que l'inflation sur le long terme, défiscalisé et qui va nous permettre de garder une certaine liquidité pour tirer avantage d'autres opportunités. On va le voir, c'est absolument fondamental d'avoir les reins solides absolument dans votre stratégie patrimoniale pour qu'on puisse maintenant parler, avec cette liberté d'esprit de pouvoir en parler, des actifs de croissance. Et donc Adrien, je vais te laisser parler tout d'abord de l'immobilier avant qu'on puisse parler ensemble du marché financier dans un deuxième temps. Parfait. Merci Alexandre. Tout à fait. Donc maintenant, on sort des actifs défensifs et on rentre dans les actifs de croissance. Encore une fois, ici, l'objectif maintenant, ça va aller générer 6% plus de rendement sur le moyen long terme. Le premier actif dont on va parler, c'est l'immobilier. Alors, attention ici, on va parler de l'immobilier de rapport. C'est-à-dire concrètement d'investissement immobilier que l'on va venir potentiellement louer, qui vont nous rapporter un rendement. Alors, comment fonctionne un investissement immobilier? C'est simple. J'ai un prix d'achat, je vais voir une banque. Généralement, je vais pouvoir me financer au moins 80% de mon crédit immobilier. Et puis l'objectif, il est simple, c'est que les loyers que je charge à mes locataires, eh bien, remboursent mon crédit. Ainsi, j'ai investi 20% en apport pour acheter ce bien. Et au bout de 30 ans, je me retrouve avec la valeur totale du bien. La problématique ici, c'est quoi? C'est que malheureusement, mon apport, si je veux le récupérer, j'ai qu'une solution. C'est qu'il faut que je vende mon bien immobilier. Alors, cet apport, il va grandir. On est parti sur 1% de croissance par an, une croissance continue pendant les 30 prochaines années. Donc, en 15 ans, il se transforme en 150 000 $. En 30 ans, il se transforme en 175 000 $. Mais si je le compare
à un placement qui rapporterait 4% par an, eh bien ces 130 000 $ à 4% par an en 15 ans auraient généré 55% de plus de rendement, soit 234 000 $. 140% de plus de rendement sur 30 ans. Alors, c'est des chiffres qui nous font tourner la tête, mais ici, lorsqu'on se repose un peu et qu'on analyse, on se dit, mais attends, Adrien, 421 000 $, sauf qu'ici, j'ai 650 000 $ lorsque je vends le bien immobilier. Et complètement. Et le point ici, c'est pas de dire, est-ce que je compare l'investissement immobilier avec un investissement sur une assurance vie à 4% par an? La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il est possible d'acheter ce bien immobilier sans avoir à mettre d'apport? Et on en revient à ce que disait Alexandre tout à l'heure. Alexandre nous a parlé de nantissement. Et c'est un concept qui est extrêmement important, le nantissement, parce qu'il va vraiment vous permettre de décupler vos rendements immobiliers. Alors, comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, tout simplement, au lieu d'amener un apport, eh bien, je vais aller voir ma banque, par laquelle je serai passé pour, comme on l'a vu tout à l'heure, financer 80% de mon bien immobilier, et je vais lui dire, pour les 20% restants, je ne souhaite pas amener du cash. Par contre, je vais vous donner une garantie sur mon contrat d'assurance vie. Alors, mon argent, il va rester, comme Alexandre l'expliquait tout à l'heure, investi au sein de mon contrat d'assurance vie, avec cette croissance continue de 4% net d'impôts par an. Et la banque, eh bien, comme j'ai nanti ce capital sur mon assurance vie, va me donner, par exemple, une ligne de crédit qui va pouvoir me permettre de financer 100% du bien immobilier. Et ainsi, eh bien, comme disait Alexandre, j'aurais utilisé mon dollar 2 fois. C'est-à-dire qu'une première fois, il va continuer de grandir au sein de mon assurance vie et il va quand même me permettre de réaliser mes 650 000 $ sur mon bien immobilier. Donc ça, c'est très important. Après, il y a un deuxième point qui est très important dans l'investissement immobilier, ça va être la structure de votre bien immobilier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir aller optimiser. Par exemple, si je fais un achat immobilier en France, eh bien, la structure dans laquelle il est. Lorsqu'en résident fiscal américain, on n'a pas énormément de choix, étant donné les deux systèmes d'imposition auxquels on fait face dans un investissement immobilier. Et la structure généralement la plus optimale, c'est la location meublée non professionnelle. Et si je couple la location meublée non professionnelle et mon financement à 100%, je vais limiter drastiquement l'impact fiscal, voire l'annihiler totalement, et démultiplier les rendements. L'objectif, il est clair, c'est que mon loyer, ici, que me paye mon locataire, me serve à rembourser l'intégralité de mon bien immobilier. Alors, est-ce que j'aurai à la fois les 650 000 € et les 400 000 € qu'on a vu tout à l'heure? Non. Pourquoi? Parce que je finance mon achat immobilier. Et comme je finance mon achat immobilier, on va me charger un intérêt ici. Par contre, j'aurai quand même la croissance continue sur ce point et l'achat immobilier. Donc voilà pour la partie immobilière. Je vais rendre la parole à Alexandre pour rentrer dans le détail des actifs de croissance. Absolument, merci beaucoup. Donc, encore une fois, pour la partie croissance, il n'y a que deux manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle. Un, c'est l'immobilier, et deux, c'est ce qu'on appelle ownership. C'est-à-dire qu'on détient une entreprise sur notre entreprise en tant qu'entrepreneur, ou bien sur le marché privé, ou sur le marché public. On va parler du marché public en ce moment, juste parce qu'on a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir aborder dans cette dernière partie. Mais évidemment, on peut vous donner également accès au marché privé. On va parler du marché public en ce moment. On va répondre à ces trois questions que vous voyez à l'écran. Déjà, que se passe-t-il sur les marchés financiers? Pourquoi tant de volatilité en ce moment? Deuxièmement, comment réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Et enfin, comment stratégiquement être proactif lors d'une baisse des marchés qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle? Parce qu'il faut savoir que, au niveau de notre stratégie patrimoniale, à nous, notre foyer, un crash du marché financier et immobilier n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont potentiellement full heurtées par un crash du marché financier et immobilier. Vous, si vous êtes proactif dans votre stratégie financière, et on va répondre à cette question aujourd'hui, si vous êtes en permanence, à la fois maintenant, mais pour le reste de votre vie, en position de force, vous pourrez toujours tirer avantage de ce qui se passe, que le marché soit en hausse ou que le marché soit en baisse. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette dernière phase de notre webinaire. Et quand nous aurons fini cette phase, ce sera avec plaisir de pouvoir répondre à vos questions.
Alors, première question, que se passe-t-il sur les marchés financiers et pourquoi tant de volatilité? Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une vingtaine d'indicateurs qu'on appelle des current et lagging indicators. Ce sont les indicateurs que nous suivons de manière générale. Si on avait fait un point, on va dire, janvier 2020, avant le coronavirus, la plupart de ces indicateurs étaient dans le vert. Et peut-être un ou deux étaient peut-être dans le rouge. Maintenant, il n'y a plus aucun indicateur, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est au vert. Et on vit un certain nombre de choses en ce moment. On a eu, je vais mettre un petit peu les choses en perspective, mais on a eu le coronavirus qui est arrivé. Et les banques centrales mondiales, et notamment aux États-Unis, la Fed, la Banque centrale américaine, a décidé d'aider les Américains et l'économie en injectant un montant massif de liquidités. Les PPP plans pour les entreprises, ou envoyer des chèques directement chez les gens pour les aider. Il faut savoir que dans les 3 dernières années, 40% de l'argent jamais imprimé dans l'histoire des États-Unis depuis 1776 a été imprimé dans les 3 dernières années. C'est absolument massif. Tout cela, quelle était l'idée derrière? C'est qu'on se dit, au lieu de, si on arrête l'économie et qu'on laisse cracher des business et des personnes qui seraient en difficulté, on va mettre sous perfusion l'économie et les gens en disant on va vous donner du cash et ce sera moins difficile de reprendre le rythme quand les choses vont réouvrir. Ça, c'était l'idée derrière. Donc évidemment, si on injecte de manière massive des liquidités, qu'est-ce qui va se passer? On va créer de l'inflation artificielle. Qu'est-ce qui a augmenté? L'immobilier, le financier, les commodités, tous les actifs ont augmenté, les salaires, etc. Let's move forward, 2-3 ans plus tard, on est maintenant en 2022-2023 et on fait face à une inflation galopante. Et l'inflation galopante peut avoir un énorme impact évidemment sur la société et sur l'économie. Et donc la Banque centrale américaine, qui généralement a 2 mandats, 1 c'est l'inflation et 2 c'est tout ce qui est lié au chômage et l'économie, s'est dit on va arrêter de se focaliser maintenant sur le chômage et l'économie et on va se focaliser uniquement sur l'inflation. Et donc ce qu'on a pu vivre en l'espace d'1 an, c'est une énorme augmentation des taux d'intérêt directeurs. On a encore fait face, il y a quelques jours, à une augmentation de 0,25% des taux directeurs. Et ça a un impact évidemment drastique sur les marchés financiers. Parce que quand on augmente les taux d'intérêt, eh ben, déjà les obligations qu'on aurait pu déjà détenir sont moins attractives. Donc on a perdu potentiellement de l'argent sur le marché obligataire. Mais également, les entreprises ne sont pas favorables à une augmentation des taux d'intérêt pour 2 raisons. Parce que quand les taux d'intérêt sont faibles, ça permet aux entreprises d'emprunter pour pas beaucoup d'argent, pour très peu en termes de coûts, et donc de se développer plus rapidement. Et deuxièmement, il y a 2 manières de pouvoir valoriser une action sur le marché financier. Nous avons les actions établies, où on va avoir la manière dans laquelle on va essayer de valoriser une action qui est établie depuis longtemps, et ben ce serait plus sur ce qu'on appelle de book value, quelle serait la valeur intrinsèque de l'entreprise. Et pour tout ce qui est entreprise, par exemple du Nasdaq, de croissance, qu'on appelle growth stock, elles seront plus liées à une valorisation qu'on appelle le discounted cash flow model. C'est-à-dire que sur les 5 prochaines années, les analystes vont essayer de voir quelles seront à peu près les attentes en termes de revenus, et ils vont discounter cela par un taux directeur au dénominateur. Et si ce taux directeur, en augmentant les taux, augmente, comme celui-ci est déposé au dénominateur, s'il y a une augmentation des taux, la valorisation de ces actions descend à l'instant T, ce qu'on appelle le present value. Et donc, quand on augmente les taux d'intérêt, ça baisse la valorisation des actions, et notamment les actions de croissance, de type Nvidia, etc., les tech stocks. Et ils ont pris une énorme claque, évidemment, en 2022. On a pu le voir. Et donc, ces taux d'intérêt, maintenant qui sont élevés, on dit souvent que la Banque centrale américaine augmente les taux d'intérêt jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui casse. Et nous l'avons vu il y a quelques semaines. Des banques telles que SVB, First Republic, sont en difficulté, elles ont fait faillite, elles ont été rachetées, en plus du FDIC insured, parce que les comptes sont assurés jusqu'à $250 000 par personne, 500 millions par accident, ont été assurés pour la totalité par le Trésor américain qui a décidé de step up pour éviter une contagion du système. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place par la Banque centrale américaine dans le background, juste pas pour aller trop dans les détails, mais par exemple pour éviter ce type de contagion. Maintenant, la Banque centrale américaine a mis à disposition à près de 1 an sur la base des actifs obligataires des banques, sur leur
portefeuille, alors que si c'était ce qu'on appelle mark-to-market à l'heure actuelle, si la banque doit faire appel à une appel de fonds pour faire face à des épargnants qui souhaitent avoir leur cash, ils sont obligés de vendre à perte à l'heure actuelle leur portefeuille obligataire. Parce que si vous avez acheté une action, parce que par exemple la plupart de ces banques qui évidemment se financent sur le long terme, se sont par exemple pris des obligations sur 10 ans. 10 ans à 1,5% il y a 2 ans, ça choquait personne. Mais maintenant qu'on peut avoir du risk-free rate, du garantie à 5% sur le trésor, et ben du 1,5% n'est plus du tout attractif. Donc si la banque doit vendre cette position-là, elle le vend évidemment à perte. Et donc pour rester en activité, pour avoir ces taux de ce qu'on appelle de solvency, pour rester en activité, ils sont obligés de lever de l'argent. Et la plupart des investisseurs ne peuvent pas forcément suivre. Et donc la banque fait banqueroute. Pour éviter cela, au lieu que la banque doive absolument vendre leur portefeuille obligataire, maintenant, ils peuvent faire un prêt directement à la Banque centrale américaine sur leur position existante, qui annule complètement ce risque qu'elles avaient auparavant. Donc, il y a certaines mesures qui ont été mises en place par la Banque centrale américaine pour stabiliser le système américain. Et pour moi, c'est mon point de vue, hein, c'est mon opinion, la Banque centrale américaine ne peut pas s'offrir ce qu'on appelle un hard landing, un crash massif du marché financier. Si c'était le cas, c'était probablement la plus grosse connerie de politique monétaire jamais entreprise de l'histoire de l'humanité. Dans ce cas-là, il y a 3 ans, il aurait fallu laisser cracher l'économie au lieu de maintenant potentiellement de mettre 40% de l'argent jamais imprimé dans l'histoire des États-Unis et de créer un effet de levier énorme, d'amplitude énorme et d'augmenter les taux d'intérêt et de laisser cracher l'économie derrière. Ce serait complètement fou. Dans ce cas-là, il ne fallait pas prendre de décision et on serait revenu sur nos pieds doucement mais sûrement. Donc pour moi, l'objectif de la Banque centrale américaine à l'heure actuelle, c'est de stabiliser le système bancaire et deuxièmement, s'assurer autant que possible d'arriver à un soft landing de l'économie, c'est-à-dire une mild recession, d'avoir une récession un petit peu soft et de ne pas arriver à un crash massif de l'économie. C'est la probabilité la plus importante que l'on voit. Évidemment, elle n'est pas garantie d'y arriver. Évidemment, on monitore tout cela, mais on espère en effet que l'économie va être en récession mild, donc parce qu'on s'attend à une augmentation du chômage, on s'attend à une baisse, évidemment, un ralentissement du GDP, du PIB, et potentiellement une baisse, mais ça, c'est déjà pricé à l'heure actuelle dans le marché à l'heure actuelle. Et donc, lorsqu'on aura, par exemple, une baisse des taux d'intérêt, une stabilisation puis une baisse des taux d'intérêt, on peut s'attendre à un rallye des marchés financiers notamment. Donc, on va voir ensemble qu'en ce moment, malgré la baisse qu'on a connue pendant les derniers mois, ça peut être un moment opportun parce qu'une baisse des marchés financiers est un moment d'acquérir des positions, des compagnies qui ont une valorisation plus attractive en tant qu'investisseur et de se positionner à des moments clés. Mais pour ce faire, il faut avoir les liquidités pour pouvoir le faire. Passons à la question numéro 2. Comment réduire le risque de votre portefeuille d'investissement dans le cadre de votre stratégie globale? Et bien pour ce faire, nous avons 4 stratégies pour pouvoir réduire le risque de votre stratégie patrimoniale. Premièrement, c'est d'avoir une stratégie d'investissement que j'appellerais réfléchie. En anglais, c'est d'éviter ce qu'on appelle le behavioral biases, de prendre des décisions émotionnelles. En prenant des décisions avisées et avérées, on va pouvoir s'en sortir de manière beaucoup plus optimale que si on prenait des décisions à la hâte. Le point numéro 2, c'est de prendre en considération une stratégie globale, holistique, d'avoir une certaine diversification. Troisièmement, c'est de créer un haut degré de vélocité. On en a déjà parlé. On va refaire un point là-dessus. Et enfin, d'utiliser des instruments financiers à votre disposition. En plus d'être diversifié, parce que vous êtes très probablement diversifié avec votre 401k à l'heure actuelle, leurs différents mutual funds, des fonds d'investissement, etc. Mais on va voir également qu'il y a un certain nombre d'instruments à notre disposition, notamment ici aux États-Unis, et c'est vraiment les États-Unis comparé à n'importe quel pays dans le monde qui va avoir un certain nombre d'instruments à notre disposition et qui puissent être là pour réduire le risque et maximiser le rendement. Et on va voir que la combinaison de ces 4 stratégies vont être très utiles pour pouvoir s'assurer que nous soyons toujours et pour le reste de notre vie en position de force. Commençons par cette première stratégie d'investissement réfléchie. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche, le marché financier monte, descend et monte. Mais sur le long terme, il augmente. Et sur le graphique à droite, en 2016, le marché avait généré près de 14%, alors que l'investisseur moyen n'a généré que 5,5%. La grande différence à long terme, c'est la gestion émotionnelle de son argent. Le fait de pouvoir prendre des décisions avisées et avérées va nous rapprocher au mieux de ce que le marché va pouvoir nous donner.
et de récupérer ainsi ce que le marché, c'est 14%, et ne pas sortir et rentrer à des moments plus ou moins que l'on pense émotionnellement opportuns. C'est vraiment de suivre ce que le marché va pouvoir nous donner. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être diversifié. Quand on est diversifié, par exemple, sur le marché financier, nous avons généralement au moins 6 classes d'actifs. Nous avons, par exemple, de l'argent sur le marché financier, sur les grosses capitalisations américaines, petites capitalisations, le marché européen, les marchés développés, les commodités, les obligations, etc. D'avoir une certaine diversification et ainsi d'optimiser selon l'univers économique dans lequel nous sommes les différentes classes d'actifs sur lesquelles on aurait plus ou moins de pondération. Il se passe un certain nombre de choses, hein, une guerre en Ukraine, une augmentation des taux d'intérêt, etc. Et donc le portefeuille doit se rebalancer de manière optimale pour faire face à ce qui se passe dans l'économie réelle et ainsi d'être positionné de manière optimale. Déjà, il s'agit d'être diversifié, mais de modifier petit à petit, along the way, les différents pourcentages dans les différentes classes d'actifs. Puis, on a cet élément de vélocité patrimoniale. Ça, on en a parlé notamment avec ce contrat d'assurance vie à l'américaine. C'est que si nous avons l'occasion d'avoir $1 qui puisse marcher 2 fois, on n'a pas forcément besoin d'être agressif. Par exemple, ma femme et moi, on est conservateurs de nature. Si on faisait, par exemple, un questionnaire de tolérance au risque, on score à peu près un 6 sur 10. On est conservateur. Et ça ne veut pas dire que quand on est conservateur, on ne doit pas réussir financièrement. Et notamment, si on a la capacité de faire en sorte que chaque dollar puisse jouer 2 rôles en même temps, et qu'on est conservateur sur les 2 prises de position, quand on va générer 2 rendements pour le prix d'un, eh ben, on va pouvoir démultiplier notre stratégie patrimoniale et dans une bien meilleure position que quelqu'un qui serait beaucoup plus risqué, qui n'a pas de vélocité et qui a le potentiel de perdre beaucoup plus. Donc, pour rappel, création de valeur, pour nous, il n'y a que 3 manières. Un, c'est de faire l'épargne pendant une très longue période de temps. Généralement, nous, en tant que Français, on est des bons épargnants, comparé à l'Américain moyen qui va faire travailler sa carte de crédit bien au-delà de ce qu'il devrait, mais on est généralement des bons épargnants. Généralement, le taux d'épargne sur votre revenu brut devrait être entre 15 et 20% de manière optimale. Et après, quand on a cette capacité d'épargne, savoir où le positionner pour chercher les actifs de croissance, encore une fois, ownership and real estate. Et quand on a une certaine diversification, on va essayer de créer ce qu'on appelle un haut degré de vélocité. Je vais revenir juste sur la définition de la vélocité. Ça fait maintenant plusieurs fois que je l'ai évoqué. Pour expliquer ce mot de vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. C'est simplement le ratio entre le PIB, la richesse créée par le pays, sur la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB va être élevé et plus ça signifie qu'il y a une certaine vitalité, il se passe quelque chose dans le pays. C'est-à-dire que l'argent passe d'une poche à l'autre entre les individus et les entreprises, il y a des achats et des ventes de services et de produits et il se passe quelque chose d'intéressant au niveau du pays. Pour nous, au niveau de la vélocité patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar que l'on met de côté puisse potentiellement jouer plusieurs rôles en même temps, on va démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et pour ce faire, on l'a vu avant, on va pouvoir épargner d'abord dans un instrument. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette fameuse Cash Value Life Insurance? C'est parce que son sous-jacent est garanti d'augmenter. On pourrait faire la même chose avec un compte d'investissement. Par exemple, si on avait un compte d'investissement ensemble, vous pourriez accéder entre 50 et 80% de votre compte d'investissement ensemble. Pourquoi entre 50 et 80%? Si vous avez une position très en obligation, donc en bonds, vous serez proche de 80% de ce compte-là qui peut être accessible une deuxième fois. Si vous avez majoritairement en equities, en actions, vous pourrez accéder à 50% de la valeur de votre compte. Et ainsi utiliser cet argent une deuxième fois et faire un down payment sur un bien immobilier, etc. Mais la problématique de cela, c'est que si le marché financier est en baisse et en plus nos investissements derrière sont en baisse, on a un double risque et un effet potentiel de château de cartes. Là, l'avantage de ce sous-jacent, c'est qu'il est garanti d'augmenter. Vous gardez le risque final de l'investissement final. De la même manière que si vous investissiez directement sur l'immobilier, si vous passez par ce schéma-là, vous gardez toujours le risque de l'investissement final et vous n'aurez pas le risque du sous-jacent qui, lui, est garanti d'augmenter. C'est absolument fondamental en termes de gestion du risque et de leverage. Ça, du nantissement, ce n'est pas vraiment du leverage parce que vous avez, si vous avez besoin vraiment de ce cash, il est à disposition dans votre contrat. Mais vous allez toujours recapturer ce qu'on appelle en anglais de time value of money ou ce qu'on appelle de cost of opportunity. Vous allez recapturer la capacité à votre argent de continuer à générer du rendement pendant qu'il est utilisé une deuxième fois. Évidemment, sur une très longue période de temps, évidemment, ce sont des centaines, voire des millions de dollars qui sont recapturés pour votre bénéfice et celui de votre famille. Alors, point numéro 3,
c'est de comment être proactif lors d'une baisse des marchés. Et ça va répondre au point numéro C et D de notre présentation ici. Eh bien, premièrement, c'est de mettre en place une stratégie qu'on appelle à 2 vitesses. Alors, pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. C'est d'avoir en permanence de l'argent sur le marché financier et immobilier. On l'a vu ensemble. C'est vos actifs de croissance. On va aller chercher le rendement sur le long terme. Mais également, on l'a vu ensemble, il s'agit d'avoir une deuxième vitesse qui, elle, est non corrélée au marché financier et immobilier, qui sont vos actifs défensifs. Et pourquoi c'est si fondamental d'avoir des actifs défensifs, tels que d'avoir du cash à la banque et votre cash value life insurance? C'est parce que vous allez garder la liquidité. Et quand vous avez de la liquidité, vous pouvez tirer avantage d'opportunités. Quand il y a une opportunité d'investissement, vous pouvez les saisir. Or, l'Américain moyen ici aux États-Unis, la manière dans laquelle il va construire son patrimoine, c'est qu'il va maxer le 401k. Et deuxièmement, il va peut-être acheter de l'immobilier, mais il va être complètement investi. Il va peut-être même en plus repayer plus le prêt immobilier pour accélérer le repaiement. Et s'il arrive, notamment d'autant plus dans les 5 années avant la retraite et 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans, s'il y avait un crash du marché financier et immobilier dans cette zone-là et qu'il n'y a pas cette deuxième vitesse d'actifs défensifs, quelle est la solution? Déjà, il ne faut surtout pas vendre. Deuxièmement, il faut attendre. Mais combien de temps attendre? Entre 2007 et 2017, on appelle ça de lost decade. C'est-à-dire que des millions et des millions d'Américains se sont retrouvés en forte difficulté parce qu'ils auraient pu être les meilleurs gestionnaires pendant 30 ans. S'il y a un crash du marché financier et immobilier dans les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, si vous n'avez pas une stratégie à 2 vitesses, vous allez subir complètement cette baisse-là et vous ne pourrez plus assurer votre style de vie pour le reste de votre vie. Or, si vous êtes toujours en position de force, maintenant, vous pouvez soit tirer avantage de l'opportunité, ou bien quand vous êtes en phase de retraite et que vous commencez à taper dans votre capital et vos intérêts pour pouvoir vivre, vous allez pouvoir freeze les actifs qui ont perdu de la valeur de manière latente pendant quelques mois ou quelques années lors d'un crash du marché financier immobilier, de ne pas les toucher. C'est le pire moment, c'est de toucher un actif qui est en baisse de valeur, les freeze, de vivre sur les actifs non corrélés, votre cash value life insurance, vous allez vivre dessus et vous allez laisser prendre le temps à vos autres actifs de reprendre des couleurs et ainsi de les réutiliser pour continuer votre stratégie de retraite. Donc, c'est absolument fondamental de pouvoir avoir, à la fois en phase d'accumulation et en phase de retraite, vos actifs de croissance et vos actifs défensifs. Je ne le répéterai jamais assez, c'est la combinaison des deux. On va pouvoir générer plus de rendement parce que là, comme on va pouvoir tirer avantage d'opportunités ici, on va tirer avantage des rebonds. Et potentiellement, on va générer plus de revenus et prendre moins de risques. C'est exactement ce que l'on recherche. Et quand on va investir ici, pour enlever ce guesswork, on va mettre en place une stratégie de dollar cost averaging. Au lieu de mettre, par exemple, si on a 100 000 $ à positionner, on ne va pas mettre 100 000 $ d'un coup et faire du guesswork parce qu'on ne sait pas quand on est au plus bas du marché. Et quand nous, on a les indicateurs qui commencent à se repositionner au vert, ça va être le moment de se repositionner à l'achat. Et ainsi, on ne va pas mettre 100 000 $ d'un coup, on va mettre par exemple 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois. Et ainsi, si le marché continue à baisser et puis il commence déjà à remonter, on aura la moyenne de ces 10 mois. On sera très bien positionné pour un rebond qui va suivre et on va pouvoir augmenter complètement le rendement, à la fois le rendement des marchés et le rendement des actifs défensifs. On va démultiplier le rendement et prendre moins de risques. C'est exactement ce que l'on recherche. Donc, stratégie à 2 vitesses, absolument fondamentale. Et c'est vraiment, s'il y a vraiment quelque chose à garder de ce webinaire, c'est vraiment cela. C'est vraiment d'avoir le bon montant d'actifs défensifs et le bon montant d'actifs de croissance et d'être proactif. Ce n'est pas des actifs qu'on va garder de manière statique sur le long terme. C'est d'être proactif, cela, et c'est vraiment tout l'accompagnement qu'on va pouvoir avoir pour notre communauté française ici aux États-Unis. Et puis dernièrement, on va aussi faire appel à un certain nombre d'instruments. Alors, je vais mettre en exergue 2 instruments. Il y en a vraiment 3 que j'aurais voulu, mais bon, pour une question de temps, aujourd'hui, je vais présenter des instruments liés à la retraite, à la fois ce qu'on appelle les capital annuities et les income annuities. Ce seront des instruments qui sont faits pour vos anciens 401k, qui pourraient être transférés vers des IRA, Individual Retirement Account, et potentiellement positionner ce type d'instrument-là au sein de votre stratégie dite de retraite. Il faut savoir qu'il existe aussi ce qu'on appelle les Structured Notes, qui sont faites pour vos actifs qui sont qu'on appelle non-qualified. Qualified, c'est tout ce qui est lié à la retraite, IRA, Roth IRA, 401k, Roth 401k. Et pour votre argent que vous avez à la banque et que vous souhaitez investir, par exemple, sur les marchés financiers, on va avoir ce qu'on appelle un compte managé, mais également, en parallèle,
de manière complémentaire, on va avoir ces structure notes. Et les structure notes sont très similaires à ce qu'on appelle les capital annuities que je vais vous présenter à l'écran. Donc, il y a 3 instruments qu'on va pouvoir utiliser, les structure notes, les capital annuities et income annuities qui vont nous permettre de réduire le risque et maximiser le rendement. Et on va voir ça. Et on va en finir pour aujourd'hui et on va pouvoir répondre à vos questions avec grand plaisir. Donc déjà, qu'est-ce qu'un capital annuity? Alors, généralement, la manière dans laquelle on va rentrer dans ce type d'instrument-là, c'est qu'on va utiliser les anciens 401k, X401k. Donc, ça veut dire que vous avez un 401k, vous êtes parti de votre employeur, vous avez maintenant plus de 59 ans et demi, et très probablement, vous pouvez sortir l'argent du 401k et le transférer vers un IRA, un Individual Retirement Account. Il n'y a absolument aucun avantage ou désavantage fiscal à faire ce transfert, et on va pouvoir y positionner, grosso modo, ce que l'on veut à l'intérieur de ce type d'IRA, et on va, dans mon exemple ici, y positionner un capital annuity. Alors, je vais vous donner un exemple concret de ce qui existe sur un capital annuity. C'est juste un exemple. Et évidemment, si on était amené à travailler ensemble, on vous trouvera l'instrument le plus adapté à votre situation. Donc, ça vous permet, par exemple, d'être 100% investi, par exemple, sur le S&P 500. Ça peut être le Nasdaq, ça peut être le Eurostoxx 50, mais on va utiliser l'exemple du S&P 500. Peu importe notre tolérance au risque, on va pouvoir se permettre d'être 100% agressif, 100% lié au marché américain. Pourquoi? Parce que ce contrat, lui, va durer 6 ans. C'est-à-dire qu'à l'issue des 6 ans, on pourra repartir sur un nouveau contrat de la sorte, mais à l'issue des 6 ans, s'il y a de la baisse, on va avoir une protection à la baisse. Ça peut être moins 10%, ça peut être moins 20%. C'est vous qui choisissez dès le départ votre niveau sur lequel vous souhaitez avoir un niveau de sécurité. Si dans mon exemple de moins 10%, si à l'issue des 6 ans, le marché, le S&P a perdu par exemple 9%, on n'a rien perdu. S'il a perdu 11%, on n'a perdu que 1. S'il a perdu 20%, on a perdu 10. Les premiers 10% seraient protégés en cas de baisse. Et parce que nous avons cette compagnie d'assurance, c'est une compagnie d'assurance qui émet en place ce qu'on appelle un capital annuity, parce qu'elle va nous garantir une partie du downside, du risque de baisse, on va pouvoir se permettre d'être plus agressif sur les marchés. Parce que quand on diversifie un portefeuille classique, on fait appel à ce qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille. On va diversifier les classes d'actifs parce que s'il y a certaines classes d'actifs qui baissent, d'autres peuvent monter et on va réduire le risque. Mais si maintenant, on a une compagnie qui nous garantit une partie du downside, alors ce type d'instrument, on peut aussi avoir 100% de garantie. On ne peut rien perdre à la baisse. Là, je vous donne un exemple à moins 10, moins 20%. Mais on choisit ce niveau de garantie. Si on a une protection à la baisse, on peut d'autant plus se permettre d'être d'autant plus agressif de par la protection que nous avons. Quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre potentiellement si nous n'avons pas cette protection à la baisse. À l'inverse, si le marché est en hausse, on va avoir un booster de rendement à la hausse. Alors, jusqu'à 20% de rendement, on va avoir 100% de participation. C'est-à-dire que si à la fin des 6 ans, le marché a pris 18%, 100% de 18%, on prend 18%. Et au-delà de 20%, on peut avoir 105% de participation. C'est-à-dire que si le marché au total, par exemple, à l'issue des 20 ans, l'issue des 6 ans, a pris 120%, on prend 20% pour les premiers 20% et pour les 100% suivants, on prend 105% pour un total de 125%. On va avoir un coefficient multiplicateur à la hausse qui sera favorable en cas d'augmentation des marchés, tout en ayant de la protection à la baisse. Et tout cela pour un coût de 0%. Si vous restez dans ce contrat pour les 6 prochaines années, vous n'aurez 0 frais à être investi là-dedans. Je répète, ça vous permet d'avoir de l'argent qui était dans un 401k, qui était dans des fonds mutuels, ce qu'on appelle des mutual funds, qui ont des frais importants. Si vous êtes en plus un ancien employé, vous avez des frais administratifs qui seront à votre charge, qui étaient pris en charge par votre employeur précédemment. Vous aurez des frais assez élevés. Là, avec ce type d'instrument, vous allez réduire les frais à 0. Vous allez avoir la capacité d'aller chercher 100% l'augmentation potentielle des marchés avec des boosters à la hausse et de la protection à la baisse. Voilà pourquoi ça peut être intéressant d'utiliser ce type de ce qu'on appelle capital annuity qui a le rôle de faire augmenter votre capital avec moins de risques et plus de rendement potentiel. Et il existe aussi des income annuities. Si vous arrivez proche de 60, 65, 70 ans et que vous souhaiteriez générer des revenus garantis pour le reste de votre vie, vous avez le choix soit de capital annuity with income rider. Ça veut dire que vous pourrez ajouter une option pour pouvoir avoir des revenus garantis sur cet instrument-là, ou bien une solution qu'on appelle une variable income annuity. Et grosso modo, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je prends l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a 55 ans, qui dépose 100 000 $ au sein de son contrat de income annuity. Certaines compagnies vont vous garantir, par exemple, x2 en 10 ans.
Ça veut dire que ces 100 000 $ sont garantis d'augmenter 10 ans plus tard à 200 000 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 100 000 $ vont être liés au marché financier. Et si le marché financier se porte bien et que vous êtes à 400 000 $, on va prendre 400 000 $ en considération. Si le marché ne s'est pas bien porté et vous êtes à 50 000 $, eh ben, on prendra en considération 200 000 $. Et ce chiffre-là de garantie va nous permettre d'être la base minimale pour le calcul de revenus garantis pour le reste de votre vie. Pour un homme, par exemple, de 65 ans à l'heure actuelle, les taux sont de, on va dire, 6%. C'est à peu près les taux qu'on trouve à l'heure actuelle. 6% garantis à vie. Donc 6% de 200 000 $, ça veut dire un chèque de 12 000 $ par an, 1 000 $ par mois, qui vont tomber pour le reste de notre vie de manière garantie. Donc ça veut dire que, en d'autres termes, de manière garantie, si on a 100 000 $ maintenant et qu'on a la capacité d'attendre 10 ans, on va avoir donc 12% de rendement garanti à vie si on a attendu 10 ans, puisque ces 100 000 $ vont se transformer en 12 000 $ par an à vie. Grosso modo, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est le worst case scénario. Si on a un meilleur scénario où le marché s'est bien porté et qu'on a 400 000, donc 2 fois plus, eh ben, on va simplement multiplier par 2 ici. C'est-à-dire qu'on a 24 000 $ par an pour le reste de notre vie. Et ça, c'est le montant garanti à vie. En plus de cela, si c'est ce qu'on appelle du non-qualified money, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on a en cash à la banque et qu'on positionne là-dedans, on va avoir un certain nombre d'avantages fiscaux. Parce qu'on va avoir un déferrement fiscal ici jusqu'au moment où on va tirer ce revenu garanti pour le reste de notre vie, qu'on n'aura pas payé d'impôt pendant une très longue période de temps. Et le jour où on va payer l'impôt, on aura ce qu'on appelle un exclusion ratio, c'est-à-dire qu'une partie de ce chèque de 12 000 $ sera considérée comme le capital que j'ai investi, et donc je ne paye pas d'impôt dessus, et l'autre sera considéré comme les intérêts, et ça va être AT, et ça va être décalé, en tout cas on va payer cela sur l'espérance de vie. Pour un homme de 65 ans, l'espérance de vie est de 83 ans, et donc les intérêts vont être étalés sur 18 ans. Et on paiera des impôts que sur les intérêts. À partir de 83 ans, on paiera des impôts sur la totalité du chèque de 12 000 $. Donc l'avantage fiscal, c'est d'avoir déféré l'impact fiscal, et le jour où on doit se l'acquitter, on va encore étaler ça pendant une très longue période de temps. Et les avantages de planification financière, c'est de pouvoir avoir un montant qui est investi. Deuxièmement, avoir un montant garanti d'augmentation pour le calcul des revenus garantis, d'être toujours lié au marché financier et d'avoir des revenus garantis. Et on ne perd pas le contrôle du capital. C'est absolument fondamental. Il y a encore 10 ou 15 ans, on donnait l'argent à une compagnie d'assurance et on avait un flux de revenus garantis et on avait perdu le capital. C'est-à-dire qu'en cas de décès, il n'y avait plus rien pour les bénéficiaires. Maintenant, nous gardons le contrôle de ce capital. En cas de décès, la valeur du capital passe aux bénéficiaires. Et ça, c'est vraiment absolument fondamental. Sinon, si on perd évidemment le contrôle du capital, c'est d'autant moins sexy potentiellement d'utiliser ce type d'instrument-là. Ce n'est plus le cas de nos jours. Et voilà un type d'exemple qui existe évidemment. Eh bien, j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous aviez donc 2 interlocuteurs de la compagnie USA France Financials, à la fois Alexandre Quentin, je suis le directeur des investissements, et Adrien, le directeur du développement. Vous avez accès à son calendrier et je crois que Adrien, tu as une petite annonce pour nous à faire pour les gens qui ont pu voir et qui puissent visionner ce webinaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ouais. Pour les gens qui ont vu et visionné le webinaire aujourd'hui, j'imagine que ce qui serait intéressant, c'est de voir toutes ces stratégies présentées pour votre stratégie personnelle. Et donc pour toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, on a décidé d'offrir un bilan patrimonial, c'est-à-dire mettre à plat la stratégie que vous avez mis en place, une étude faite par notre équipe de planning, et puis bien sûr la présentation des recommandations et l'envoi des recommandations par PDF. Donc on vous enverra, vous pouvez vous prendre rendez-vous directement en utilisant le lien calendrier que vous avez ici. On vous enverra également un email de suivi avec tout ça dedans. Puis ce sera un plaisir de pouvoir vous présenter ça de façon un peu plus personnalisée. Parfait. On voulait simplement vous remercier. On va passer maintenant aux questions que vous nous avez posées dans le chat. N'hésitez pas, je vais laisser cette page-là pour pouvoir prendre rendez-vous avec Adrien. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. Il n'y a pas de frais de prendre contact avec nous pour pouvoir vous aider, faire cette analyse. Donc n'hésitez surtout pas, on est là pour aider l'ensemble de la communauté française. Donc je suis en train de voir les questions et puis je vais y répondre petit à petit. Alors je vois déjà des questions au niveau public.
Donc, par exemple, bonjour, considérez-vous un living trust comme l'une détention d'une compagnie? Alors, la réponse est non. Un living trust, c'est juste une coquille fiscale, une coquille, non pas fiscale, mais une coquille juridique. Donc, ce n'est pas vraiment une compagnie. Un living trust, dans la majorité des États, ça a un intérêt d'en avoir un. C'est vraiment de pouvoir gérer les problématiques successorales et d'avoir déjà un plan pour l'après, mais on ne considérait pas ça comme une compagnie. Si vous avez des questions de plus, si vous souhaitez étayer les questions, n'hésitez pas. Si vous avez plus de questions sur l'aspect du living trust, mais ça ne rentrerait pas dans cet aspect-là. Est-ce que la cash value life insurance reste intéressante pour quelqu'un qui n'a ni conjoint ni enfant? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, la réponse, c'est potentiellement oui. En effet, il y a un avantage, l'avantage de la cash value life insurance. Un des avantages, c'est d'avoir une assurance décès attachée. Mais si on n'a pas vraiment de bénéficiaire attitré, on se poserait la question, comme si je n'ai pas cet avantage-là, pourquoi est-ce que je considérerais potentiellement cet instrument-là? Vous considériez potentiellement cette cash value life insurance pour tous les autres attributs qu'on a vus, excepté l'assurance décès. Et c'est parce que vous avez une assurance décès attachée à l'instrument que vous avez tous les avantages fiscaux. On a vu tous les avantages. Alors c'est vrai que ce qu'on n'a pas abordé par exemple aujourd'hui, c'est l'utilisation également de cette partie cash value en stratégie de retraite. Nous serons également, je donne un autre webinaire par exemple demain sur un autre média sur la base des retraites. Avec l'UFE, j'ai déjà donné ici des conférences sur la partie retraite. N'hésitez pas à continuer à nous suivre. N'hésitez pas à nous suivre également sur LinkedIn, que ce soit Alexandre ou Adrien. Vous allez pouvoir avoir toutes les annonces de tout ce que l'on fait pour la communauté française. N'hésitez pas à suivre un autre webinaire sur les retraites ici aux États-Unis. On va voir que la partie Cash Value Life Insurance joue également un rôle absolument fondamental pour générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et assurer sa succession à la retraite. Et ça n'a aucun impact sur l'aspect successoral. Donc, qu'on ait des enfants, pas d'enfants, pas de mari, pas de conjoint, ça ne change rien. Mais si nous en avons des enfants ou un conjoint, une conjointe, évidemment, ça va jouer un rôle encore plus intéressant, mais ça peut évidemment avoir du sens sans cela. Une prochaine question. Bonjour, comment sont les taxes sur les gains sur ce type de produit? Alors, cette question a été posée, Adrien, lorsqu'on parlait des instruments bancaires. Est-ce que tu souhaites un petit peu élargir le point sur la fiscalité des instruments bancaires ou tu souhaites que je les adresse? Non, bien sûr. Alors, sur les instruments bancaires, pour être clair, on parle de tout ce qui va être pour le cash, c'est ça, et comment pour la partie épargne cash. Les intérêts que vous allez générer sur ce type d'instrument, si je prends par exemple le high yield saving, à la fin de l'année, vous allez recevoir un statement de votre banque qui déclarera tous les intérêts que vous allez toucher. Vous allez devoir l'inclure au sein de vos taxes et payer des impôts là-dessus. Pour l'assurance vie, pour la cash value life insurance, comme l'a dit Alexandre, on a la possibilité de grandir son capital et ses intérêts de façon tax-free si elle est bien structurée. Absolument. Juste quelques éléments de réponse également là-dessus. Si ce sont des instruments bancaires, ils seront par nature short term, donc à court terme, et auraient une application donc la plus punitive au niveau fiscalité, c'est d'être ajouté à vos niveaux de revenus. Et donc ça s'ajoutera à votre taux marginal d'imposition. Continuons. Est-ce que... Ok. Très bien. Si le taux de croissance de l'assurance vie américaine est aussi intéressant, ne vaut-il pas mieux garder les fonds dedans et prendre après à taux plus faible? Grosso modo, là on parle du rendement. Alors, pour rappel, sur la cash value life insurance, on a un rendement interne. On aurait potentiellement un coût d'emprunt si on souhaite utiliser une ligne de crédit ou un prêt lié à ce type d'instrument, mais on aurait également un rendement externe si on souhaite l'utiliser. Donc, ce qui est intéressant, c'est vrai que comme vous allez collatéraliser le contrat, donc en fait, en anglais, un nantissement, c'est vraiment putting a lien, ou ce qu'on appelle collateralized the asset. Comme vous allez collatéraliser un asset qui est garanti d'être là, la banque est extrêmement friande de vous faire ce prêt ou cette ligne de crédit parce qu'elle va de toute manière revoir son argent. Vous ne pouvez pas payer, vous ne souhaitez pas payer, ils vous prennent la valeur de la garantie de l'assurance vie qui est, elle, garantie d'augmenter. Donc la banque, dans l'opération, ne va pas prendre le risque et donc va vous mettre à disposition des taux d'intérêt attractifs.
Donc, historiquement, par exemple, si on regarde les rendements l'année dernière liés au taux d'intérêt assez faible, on avait du rendement sur les contrats d'assurance vie autour des 3 à 5% de rendement net de frais net d'impôt. Le coût d'emprunt était de 3%. Donc, on avait un rendement interne supérieur ou égal au coût d'emprunt. Et en plus, on avait le rendement externe. Par exemple, si on peut générer, j'en sais rien, par exemple, du 5, 6, 7% de rendement de l'immobilier, on va ajouter ces deux rendements-là pour le coût d'emprunt. En ce moment, comme les taux d'intérêt ont augmenté, on est plus proche des 5,75% dans ces eaux-là de coût d'emprunt sur sa ligne de crédit. Et on aura des rendements qui vont s'ajuster également. Si les taux directeurs de la Fed restent autour des 4,5-5%, on aura des taux de rendement interne de ce type de contrat qui se rapprochent des 6-6,5% de rendement net de frais net d'impôt. Donc ça va se rééquilibrer. C'est un très bon hedge contre l'inflation. On a un coût d'emprunt qui est quasi équivalent, voire moindre, au taux de rendement interne à long terme. Et en plus, il faut rajouter le taux de rendement externe. Donc, comme on a deux rendements pour le prix d'un, évidemment, on va créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Ce n'est pas forcément si important que le coût d'emprunt soit supérieur ou égal au rendement interne, puisque vous avez deux rendements pour le prix d'un. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ouais, si je peux rajouter là-dessus, Alexandre, rappelez-vous qu'on parlait de financer 100% d'un bien immobilier. Alors, je sais que dans les belles années, financer 100% d'un bien immobilier en France, c'était possible. À l'heure actuelle, pour être clair et franc, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un bien immobilier en France, il vous faudra à minima 20%, voire 30% d'apport. Donc, la question, c'était comment financer cette partie-là. Et là, on n'a pas vraiment le choix à l'heure actuelle. Absolument. Prochaine question, aux US, est-ce que les intérêts d'un prêt dans le cadre d'un investissement locatif sont déductibles des revenus? Alors, la réponse est oui. Donc, il faut s'attacher avec votre comptable. Mais grosso modo, si vous êtes dans le cadre d'un investissement immobilier ou dans le cadre d'un investissement dans votre entreprise, par exemple, alors ça, il faudra évidemment que vous soyez bien structuré pour pouvoir le faire, mais c'est quelque chose qui peut être déductible d'impôt également. Donc, en plus d'avoir la déduction des intérêts sur le prêt immobilier en lui-même, vous pouvez également déduire potentiellement ces intérêts-là, notamment si vous investissez dans votre propre entreprise ou potentiellement dans un bien immobilier, mais un bien immobilier dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est possible. Donc c'est à voir avec votre comptable selon la structuration de votre stratégie patrimoniale, mais c'est une des possibilités et c'est pas négligeable, en effet. Comment s'appelle le nantissement en anglais? On a parlé de collateralization ou bien de putting a lien on the contract. Est-il possible de nantir son assurance vie américaine pour un emprunt immobilier, entre guillemets locatif, en France? La réponse est oui, Adrien, parce qu'on ne parle que de l'apport, encore une fois. On ne parle pas des 80% du prêt immobilier. Donc, peu importe où l'investissement est dans le monde entier, peu importe, ça peut être un investissement aux États-Unis, en France, en Chine, peu importe. Vous allez pouvoir utiliser cet argent pour n'importe quelle raison, n'importe où dans le monde. Je vais vous donner l'exemple. On a un client qui est reparti en France, sa fille étudie maintenant à Londres. Il a voulu acheter un bien immobilier à Londres pour le bénéfice de sa fille et donc a financé l'apport du bien immobilier grâce au nantissement de ce contrat d'assurance vie américain sur lequel il a eu la liquidité à disposition, qu'il a transféré ce cash de son compte courant américain vers son compte courant à Londres et a pu déposer l'apport. C'était grâce à l'argent mis à disposition grâce au nantissement du contrat d'assurance vie américain. Donc, peu importe où l'investissement se fait, parce qu'on ne parle encore une fois que de l'apport. Vous souhaitez toujours avoir un prêt immobilier derrière pour pouvoir avoir un maximum d'effet de levier et ainsi de faire travailler l'argent de quelqu'un d'autre pour le bénéfice de votre famille et de votre développement patrimonial. Adrien, je pense que j'ai bien résumé la question. Oui, tout à fait. Et également en France, je ne sais pas si des personnes qui ont la question, est-ce que les intérêts sont déductibles? La réponse est la même, c'est oui. Et dernier point, nous avons des contacts en France. Si vous avez besoin de faire un prêt immobilier en France, parce que si vous avez déjà essayé, vous verrez que ce n'est pas forcément évident à cause de FATCA, etc. On a un petit peu les chats noirs, nous, Français des États-Unis, pour les banques françaises notamment. Et donc, nous travaillons avec un certain nombre d'acteurs qui sont en France, qui sont spécialisés pour les Français des États-Unis et sur lesquels votre dossier aura potentiellement beaucoup plus de possibilités d'être accepté par ces gens spécialisés qui font ça au quotidien pour les Français des États-Unis. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans le cadre de votre stratégie globale et on vous mettra en contact avec nos partenaires qui sont, eux, en France. Prochaine question. Bonjour, est-il possible d'apporter une garantie de nantissement avec un bien immobilier existant? Alors,
Ça, c'est différent. Mais en fait, si votre bien immobilier, par exemple, est aux États-Unis, eh ben, vous avez ce concept qui est parallèle à ce qu'on vient de discuter, qui est la possibilité de mettre en place une ligne de crédit qu'on appelle une HELOC, Home Equity Line of Credit. Pour une ligne de crédit sur un contrat d'assurance vie américain, on appelle ça une IBLOC, Insurance Based Line of Credit. Pour un bien immobilier, c'est Home Equity Line of Credit. C'est exactement le même concept. Parce que si vous allez créer imaginez que vous créez ce qu'on appelle en anglais de l'equity au sein de votre bien immobilier. C'est-à-dire que imaginez que votre bien fasse 1 million et qu'il ne vous reste plus qu'à repayer 500 000 $ du prêt immobilier. Vous avez 500 000 $ qu'on appelle d'equity qui vous appartient. Et bien sur cette partie-là, vous pouvez aller voir une banque ou un organisme financier qui va vous mettre à disposition un montant d'argent sur la base de votre equity et qu'on appelle une Home Equity Line. Ça, c'est jusqu'à l'âge de 62 ans. À partir de l'âge de 62 ans, les options augmentent encore à nouveau parce que vous pouvez avoir accès à des Home Equity Lines, mais vous pouvez également, à partir de 62 ans, faire appel à ce qu'on appelle une RELOC ou ce qu'on appelle une HECM, Home Equity Conversion Mortgage, qui est aussi une ligne de crédit. Mais cette fois-ci, l'avantage de cette ligne de crédit à partir de 62 ans, c'est qu'elle est garantie d'augmenter chaque année, quelle que soit la valeur de votre bien, par le gouvernement américain, par Fannie Mae. C'est garanti d'augmenter, alors qu'évidemment, si vous avez une ligne de crédit classique, ça dépend évidemment de la valorisation de votre bien. Si vous avez une RELOC en place à partir de 62 ans, cette ligne est garantie d'augmenter, même si la valeur de votre bien descend, celle-ci continue à augmenter chaque année. Et ça, c'est super intéressant, parce que même s'il y a un crash du marché financier immobilier et que votre ligne de crédit a augmenté, bah vous avez même la possibilité de racheter tout votre bloc, vos voisins et tout le monde, grâce à la ligne de crédit que vous avez eue en place et une baisse des marchés. Ça, c'est anecdotique, mais évidemment, en effet, la réponse est oui. Une prochaine question. Dans le cadre de la LMNP, sommes-nous considérés non professionnels étant donné que nous ne déclarons pas de revenus en France ou plutôt LMP? Adrien, je te laisse répondre à cette question. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, ça va dépendre de... Alors, LMP, LMNP sont disponibles pour un résident fiscal américain. Ça va dépendre de vos revenus générés par vos biens immobiliers. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ce sera un plaisir de faire une étude là-dessus. Voilà. Oui, évidemment, c'est ça. Hein, ça dépend de vos revenus immobiliers. Hein, ça ne dépend pas de là où vous habitez. Ça ne dépend pas de vos revenus du travail. C'est vraiment la distinction se fait sur les revenus immobiliers en eux-mêmes. Une prochaine question. Quelles sont les meilleures assurances vie aux États-Unis? Pouvez-vous en recommander quelques-unes? Ça va dépendre. Ça va dépendre de votre situation. Donc, on peut en recommander quelques-unes selon certains cas. Par exemple, quand on est jeune, on a des enfants en bas âge, on va avoir à la fois de l'assurance décès pure et de l'assurance vie permanente de type Cash Value Life Insurance, WALI par exemple, Wealth Accumulation Life Insurance. Si on a un patrimoine, par exemple en ce moment, les exemptions sont proches de 13 millions de dollars par personne et qu'on a un patrimoine et qu'on est marié supérieur à 26 millions de dollars, là on va accéder à des programmes d'assurance vie permanents qui sont garantis d'être là en termes d'assurance décès, mais où la cash value, elle, ne sera pas importante. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle des SGUL, Secondary Guaranteed Universal Life, qui va maximiser l'assurance décès pour un montant de prime faible. Et donc, on ne va pas compter sur l'épargne, on va compter sur le maximum d'assurance décès. Donc, ça va dépendre de votre situation. Donc, il existe beaucoup d'instruments qu'on appelle de cash value life insurance aux États-Unis. Et évidemment, nous sommes spécialisés pour comprendre votre situation et de vous recommander l'instrument le plus adapté à votre situation. Une prochaine question. Est-il facile d'effectuer un achat immobilier en France si tous les assets sont détenus aux États-Unis? Ouais, je peux répondre là-dessus. La réponse c'est oui. Alors, en ce moment, la situation en France est compliquée, que vous soyez français ou résident fiscal américain, puisqu'on a une problématique de taux d'usure. Et donc, je dirais que les vannes du crédit, encore une fois, que vous soyez français ou résident fiscal américain, elles sont plutôt fermées. Alors, en revanche, lorsqu'on est résident fiscal américain, très important de passer par un courtier qui est spécialisé dans ce domaine-là. Voilà, tout simplement parce que lui, il a les connaissances qui fait qu'il va être capable de faire valoir votre situation de la façon la plus claire
à une banque et vous permettra d'avoir des conditions relativement similaires. Je le disais tout à l'heure, 20% d'apport avec un taux qui sera pratiquement similaire à ce qu'on pourrait avoir si on est résident fiscal français. Donc voilà, on a encore une fois des contacts. N'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous les partager. Très bien. Une prochaine question, quelle est l'imposition en France pour les bénéficiaires français d'un Cash Value Life Insurance? Alors, excellente question. Parlons de fiscalité successorale. Alors, du côté français, la fiscalité successorale, faisons un point. On va assumer que la succession se fait pour les enfants. Parce qu'évidemment, si vous avez une succession entre époux et épouse, c'est limité à la fois en France et aux États-Unis. Mais imaginez que vous avez ce type d'instrument-là et que le bénéficiaire est français, ou bien que la personne qui détient ce type de contrat et qui est l'assuré réside maintenant en France parce que prend sa retraite en France et décède en France avec ce type d'instrument. Du côté américain, ce sera défiscalisé, l'assurance vie est défiscalisée à la fois durant sa vie et l'utilisation du cash de manière optimale, mais également lors du décès. Mais du côté français, en termes de fiscalité, faisons déjà un point. Il y a deux types de fiscalité en France en termes successoraux. Vous avez la fiscalité classique, vous avez des comptes, vous avez de l'immobilier et vous rentrez dans la fiscalité. Vous avez une exemption jusqu'à 100 000 euros par enfant et au-delà, vous aurez une imposition entre 5 et 45% qui sera marginale pour tout ce qui partira au-dessus pour la génération future. Et puis, vous avez une succession qu'on appelle sui generis, qui est en dehors de la succession et qui sont à travers les contrats d'assurance vie. Et cette définition des contrats d'assurance vie est une définition mondiale. Et donc, à ce titre-là, vous pouvez laisser de manière exemptée 152 000 euros par enfant, sans imposition, par contrat, par bénéficiaire. Puis, la fiscalité est de 20% jusqu'à 700 000 euros. Et après, on a 31,25 au-delà. Donc, la fiscalité est plus favorable dans les contrats d'assurance vie que généralement à travers la fiscalité classique. On s'en sort mieux généralement. L'avantage de ce contrat de Cash Value Life Insurance, c'est que lors du décès, le fisc français va considérer à la fois quel a été le montant d'épargne lors du décès et quel montant net de décès lors du décès. Exemple simple, imaginez que vous avez 2 enfants et qu'il y ait 500 000 $ dans le contrat. On va assumer que le dollar et l'euro soient 1 pour 1 pour facilité de compréhension. Il y a 500 000 $ de cash value et lors du décès, il y a 1,5 million de dollars net qui passent en termes de death benefit à la génération future. Donc ça veut dire que les 2 enfants, imaginez que vous avez fait, les enfants récupèrent 50-50, ils vont tous les 2 récupérer 750 000 $ chacun. En termes de fiscalité, comme on va rentrer dans le cadre des contrats d'assurance vie au niveau français, uniquement la partie cash value, l'épargne qui était à disposition lors du décès, va rentrer dans le cadre des contrats d'assurance vie français. Donc, si on a 500 000 $, on va être exempté pour chacun des enfants à hauteur de 152 000 $. Donc, ça fait quoi? 152 000 x 2, 304 000 $. Ils resteront donc fiscalisés quasiment 200 000 $. 300 000 $ exemptés, il reste 200 000 $ fiscalisés et ça rentre dans le cadre des contrats d'assurance vie à 20% d'imposition. Donc 20% de 200 000 $, 40 000 $ d'impôt, 20 000 $ par enfant à payer. La différence entre les 500 000 et les 1,5 million, ce qui est considéré comme de l'assurance décès pure, est, elle, défiscalisée à la fois en France et aux États-Unis. Et donc, vous allez pouvoir laisser 1,5 million aux enfants, et ils n'auront payé que 20 000 $ chacun, donc 750 000 $ par enfant, moins 20 000, 730 000 $ net. C'est assez énorme. Donc, vous allez pouvoir continuer à garder de nombreux avantages financiers, fiscaux et légaux, que vous soyez en France ou aux États-Unis. Et l'avantage, c'est que la France sera agressive d'un point de vue de la fiscalité à la fois des revenus et successorales. Si vous êtes dans d'autres pays, très probablement, la fiscalité sera encore plus positive. Mais comme vous pouvez le voir dans l'exemple, c'est un très bon instrument à mettre en place pendant que vous avez une opportunité de le mettre en place aux États-Unis, parce que ça annihile complètement, potentiellement même, le besoin ou l'objet de détenir de l'assurance vie française, même en cas de retour en France, puisque ça va être redondant en termes de fiscalité successorale. Et pour chaque dollar que vous contribuez à un contrat d'assurance vie américain, va avoir un effet de levier d'assurance décès. Et donc, vous allez laisser beaucoup plus d'argent à la génération future si vous détenez des contrats d'assurance vie américains que des contrats d'assurance vie français. Adrien, des commentaires là-dessus? Ou j'ai été assez exhaustif? Non, ouais, c'est clair, c'est très clair. L'idée, c'est que lorsqu'on parle de succession en France, vous avez 2 choses. Vous avez votre succession dans laquelle vont passer les actifs immobiliers, les actifs financiers, comptes titres, etc.
Et l'image qu'il faut avoir, c'est que l'assurance vie, elle passe à côté, comme Alexandre l'a expliqué. Elle passe pas tax-free, hein, ça c'est très important, mais elle a les avantages dont a expliqué Alexandre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec une bonne planification patrimoniale, si vous êtes résident fiscal français, votre taux moyen d'imposition successorale, que vous ayez plusieurs millions de dollars, devrait être de 31,25% de moyenne. Voilà. Bah, très bien. On va, je pense, Adrien, s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui, de parler de gestion patrimoniale, d'investissement. Pour rappel, on a parlé d'actifs défensifs, de croissance, de non statisticés de ce type de classe d'actifs. Il faut être proactif dans votre stratégie patrimoniale. C'est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à vous, Français des États-Unis, si vous avez justement des problématiques liées à vos finances, que vous souhaitez optimiser votre stratégie, s'assurer, parce qu'on n'a pas tout abordé aujourd'hui, évidemment, mais avec l'ensemble de notre clientèle, on revoit également votre portefeuille de protection, parce qu'il y a 12 manières de se protéger ici aux États-Unis. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais que vous soyez sécurisé de manière optimale, d'avoir une stratégie optimale, de mettre en place les classes actives, d'être proactif dans nos stratégies, et cela, que vous restiez aux États-Unis ou que vous rentrez un jour en France. Toutes nos recommandations prennent en considération les implications financières, fiscales, légales et internationales en cas de retour en France ou que vous restiez ici pour le reste de votre vie. N'hésitez pas à contacter Adrien pour un premier rendez-vous. Vous allez avoir une très belle conversation pour comprendre votre situation, vos objectifs, ce que vous souhaitez attendre. Et puis, toute l'équipe du SA France Financial, 15 personnes, sont là à votre disposition pour votre succès financier. À très vite. À bientôt.